Bonjour professeur, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Merci d'être là. C'est la première fois que vous exprimez depuis qu'on a appris que l'Ordre des médecins allait engager des poursuites contre vous. Tout d'abord, je voudrais savoir tout simplement comment vous avez réagi quand vous avez appris ça. Écoutez, je savais depuis longtemps qu'il y avait un petit complot très très haut placé dont ça faisait partie des armes. Donc je sais ça depuis plusieurs mois. Donc je ne suis pas étonné du tout. Un complot haut placé, ça remonte jusqu'où? Très haut. Au ministre de la Santé? Donc on m'avait prévenu il y a très longtemps, Didier, tu sais, il va y avoir une plainte contre toi au Conseil de l'Ordre. Ils vont essayer de truc. Et puis on va aussi, vous avez vu d'ailleurs, il va y avoir une plainte aussi auprès du procureur de la République à Marseille. Tout ça, c'était contemporain. Et donc je savais ça, j'étais prévenu de ça, et donc j'ai pas été surpris. Complot très haut, médical ou politique? Médico-politique. Ça remonte jusqu'au ministre de la Santé? Je vous en dirai, vous me tirerez pas les verres du nez. Vous avez bien vu, je suis pas ce genre-là. Je vous en ai dit autant que je pouvais vous en dire. Qui veut la peau du professeur Raoult? Je ne sais pas si c'est comme ça, si vous voulez. Je crois que notre pays, mais comme une partie importante des pays occidentaux les plus riches, n'a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire purement politique sans se préoccuper spécifiquement du soin, et avec une vision qui est une vision qui fait d'ailleurs partie, c'est intéressant, de cette plainte de l'Ordre, qui pense que il existe une autorité scientifique qui s'impose aux scientifiques, si vous voulez, ce qui est quelque chose de délirant qu'on n'avait plus vu depuis des années. Moi, j'ai d'exemples que c'est au CESCU, que c'est le ministère qui dit la science. La science, c'est pas le ministère qui le dit. Personne ne peut me dire la science à moi. La science, c'est quelque chose qui se fait par étapes successives, avec des controverses, avec des choses qui avancent, si vous voulez. Dans ce pays, il semble qu'il y a des gens qui s'octroient le droit de dire la vérité scientifique, qui aiment me la dire à moi, si vous voulez, ce qui n'est pas raisonnable. Donc je pense que c'est une chose. L'autre chose, je pense qu'effectivement, pareil, au niveau du soin, on a pris beaucoup de retard au début de cette maladie. Je suis content que d'ailleurs beaucoup des suggestions que j'ai faites, y compris au ministère, y compris quand je me suis exprimé, ont finalement été reprises par les institutions parce que c'était du bon sens, si vous voulez. Et que donc tout ça, il y a trop de certitudes momentanées qui amènent d'ailleurs à des revirements, des changements d'opinion brutaux, des solutions et des discours alternatifs qui fait que tout ça manque de sérénité, de calme. Et là où je continue à penser, vous voyez, nous sommes en train de travailler sur l'amélioration encore de nos résultats pour avoir encore une meilleure survie. Et ça marche bien d'ailleurs, hein, en utilisant des optiflots qui sont des nouveaux mécanismes de respiration pour des gens qui sont trop âgés pour aller en réanimation. On arrive à en sauver 30% comme ça. C'est un travail, il y a une négligence du travail artisanal de la médecine qui est vraiment une évolution des pays occidentaux. On voyait très bien, par exemple, les Chinois, dans leur premier travail, disaient « Nous n'avons aucun bras entièrement placebo parce que c'est contraire à notre culture de ne pas donner de médicaments à quelqu'un qui est malade. » Et je suis d'accord avec ça. Par exemple, je ne suis pas non plus d'accord pour qu'on fasse, et bien pire, qu'on fasse un placebo par une perfusion intraveineuse, parce que les perfusions intraveineuses, c'est dangereux. Et de mettre une perfusion intraveineuse à quelqu'un pour faire un placebo, pour le remdesivir, quand on sait qu'il n'y a rien dedans, c'est quelque chose qui n'est pas la médecine, c'est autre chose que la médecine. Et donc là, il y a un vrai conflit qui est, est-ce que d'abord on essaie de faire avec ce que l'on a du mieux qu'on peut pour soigner les gens, ou est-ce qu'on dit, écoutez, on attend qu'on ait quelque chose de démontré, en attendant, vous restez à la maison. C'était un vrai combat, et ce combat-là va laisser des plumes, incontestablement, quand on sera dans le temps de la réflexion. Professeur Raoult, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai lu les plaintes contre vous. Il y a par exemple un collectif de 5 médecins hospitaliers, et je vais vous lire, parce que je suis assez surpris, parce qu'on sort du domaine médical, qui se plaint de votre surmédiatisation et qui estime que votre discours s'oppose aux données et résultats scientifiques. Quand on lit ça, on se dit c'est presque au fond de la jalousie, en se disant pourquoi est-ce qu'on l'a médiatisé lui, surmédiatisé lui, et pas nous?
C'est d'ailleurs une question très intéressante, parce que vous me remerciez, M. Morandini, de participer. Vous avez raison, parce qu'en réalité, je me montre très très peu dans les médias. Moi, j'ai notre propre chaîne YouTube sur laquelle nous donnons, nous, des informations scientifiques sur les résultats que nous avons. Cette chaîne a pris un succès qui est absolument colossal, mais ça n'est pas des médias. C'est notre chaîne d'information scientifique qui a pris une ampleur absolument colossale. Et moi, je ne fais pas de publicité, ça ne me rapporte pas d'argent, je ne me produis pas, vous l'avez vu, sur les plateaux de télévision, je ne le fais pas. Donc c'est un paradoxe, effectivement, dans lequel il y a certainement une part de jalousie. Et encore une fois, ça revient à dire que ces gens... Il y en a 4 que je ne connais pas, qui ne sont même pas des infectiologues, et l'autre, c'est quelqu'un qui ne voit plus de malades parce qu'il est à la retraite et dont la production scientifique a été relativement médiocre, si vous voulez, qui me disent à moi ce qu'est la science, si vous voulez, et qui me disent à moi ce que c'est que cette maladie. Ici, on a soigné 13 000 personnes. D'accord ? Donc, je prends avec beaucoup d'ironie le fait qu'on me dise que je ne dis ni la vérité, ni ce qui est nécessaire et suffisant dans la thérapeutique. J'ai publié plus de papiers sur le Covid-19, j'en suis à 59 par moi-même, que n'importe qui en France. Donc, alors que tous ces gens ensemble n'en ont pas publié un seul. Donc, tout ça n'est pas sérieux. C'est juste au bout d'un moment de prendre... Mais c'est parce que, je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'un peu compliqué, on vit dans un monde qui a plusieurs strates. Ouais. Il y a la vôtre de strate, qui est la strate de l'immédiateté, journalisme, et qui fait partie des strates de la vie. Il y a des gens comme nous qui ne devrions pas croire que c'est la seule strate. Vous voyez ? Ensuite, il y a une strate politique, décisionnelle. Moi, je trouve qu'elle est trop proche de vous. Elle est trop proche de l'immédiateté, si vous voulez. Elle réagit trop vite plutôt que de réagir avec un peu de distance, surtout que les conséquences de ces décisions sont des conséquences à très très long terme. Souvenez-vous de l'affaire du sang contaminé, c'est jugé 10 ans plus tard. Ensuite, il y a le temps de la justice, qui est un temps long. Ce temps long, il prend des années avant qu'une affaire soit close. Donc ce que vous avez dit un jour en vous laissant partir peut vous poursuivre. Moi, maintenant, j'ai décidé de poursuivre les gens qui m'insultaient en public. Ça va durer des années. Et pour s'être égaré avec une lettre intempestive ou avec des expressions intempestives à la télévision, on va être ennuyé pendant des années. Vous avez remarqué que je ne donne jamais le nom de mes confrères. Je ne le fais pas parce que ça n'est pas déontologique et j'ai un sens de la déontologie très, très marqué. Et ensuite de ça, il y a le temps scientifique. Et le temps scientifique, si vous voulez, ce n'est pas un temps instantané. Il faut que les choses s'accumulent. Quand les gens disent maintenant c'est tranché, c'est comme ça, et puis vous revenez 2 mois après, c'est pas si simple. Et il y a d'autres études, et vous ne pouvez pas les empêcher. En particulier, il y avait cette balance très très improbable entre le Remdesivir, qui bénéficiait de milliards d'investissements par Gilead, parce que quand vous allez vendre des médicaments à $3 500 le traitement, vous pouvez avoir un financement colossal, versus l'hydroxychloroquine pour lequel personne ne veut payer, pas plus Sanofi que personne. C'est un médicament qui est fait par les Indiens, qui est commercialisé par 32 boîtes génériques dans le monde et qui est vendu, la boîte de Plaquenil est vendue 8 € en France. Personne ne va gagner de l'argent avec ça. Donc personne n'est prêt à subventionner des études de cette nature. Le ministère aurait dû le faire. Vous savez que celles qui ont été subventionnées par le ministère ont été arrêtées prématurément. Il y a un courrier officiel qui demande au directeur de l'ANSM pourquoi il n'a pas autorisé la reprise après cette grande folie du Lancet qui disait contre toute évidence que l'hydroxychloroquine était toxique, et on n'a pas de réponse à ça. Pourquoi est-ce que l'on a interrompu les traitements évaluant l'hydroxychloroquine ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un essai financé par ce pays d'association hydroxychloroquine azithromycine qui, quand même, quoi qu'en dise M. Pujadas, c'est recommandé dans des pays où vivent plus de 5 milliards de personnes. Donc il y a une vraie question. Les médicaments qui ne rapportent rien, les essais doivent être financés par l'État. Quand ils rapportent quelque chose, c'est l'industrie qui les finance. Et là, on voit un déficit majeur de fonctionnement de l'État qui aurait dû financer en priorité
les médicaments qui ne peuvent pas être financés par l'industrie. J'écrivais ça, vous savez, dans le rapport que j'ai écrit au ministère il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait des médicaments génériqués et comment on les étudie, puisque personne ne paye pour ça. C'est l'État qui doit le payer. Mais professeur, moi j'ai vu passer une étude, et alors moi je suis pas spécialiste, c'est vous, donc c'est pour ça que je vous pose la question, une étude qui a été faite par le CHU d'Angers sur un échantillon de 250 patients. Elle a été publiée il y a 10 jours sur leur traitement à l'hydroxychloroquine et qui conclut en disant que ce médicament n'a pas eu d'effet bénéfique par rapport au traitement habituellement utilisé pour soigner les patients du Covid-19. Est-ce que pour vous cette étude est à jeter ou est-ce que cette étude prouve que vous avez tort? Cette étude prouve que vous ne savez pas lire. Parce que si vous l'aviez lu, ce que moi je fais, parce que je suis un scientifique, vous auriez vu qu'il y avait une différence sur la mortalité qui était tout à fait remarquable à 28 jours entre l'hydroxychloroquine et l'absence d'hydroxychloroquine, mais lorsqu'ils ont fait un test statistique, du fait qu'ils ont interrompu cette étude de manière prématurée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inclus le nombre de gens qu'ils avaient prévu d'inclure, il y a une différence. Cette différence n'est pas significative avec un test statistique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. C'est pas vrai. Pourtant, le professeur... Si vous mettez... Attends, excusez-moi, je vais vous lire pour qu'on comprenne bien. Le professeur qui s'appelle Vincent Dubé, qui est coordinateur de cette étude, a écrit, parce que je sais lire malgré tout, dans cet essai impliquant principalement des patients âgés atteints de Covid de forme légère à modérée, ceux traités à l'hydroxychloroquine n'ont pas présenté une meilleure évolution clinique ou virologique que ceux qui ont reçu un placebo. C'est ce qui est écrit. Et... Je sais ce qui est écrit, mais si vous voulez, à la différence de vous... je ne lis pas que les titres ni que les abstracts. Je lis les matériels et méthodes, je lis les résultats. Vous regardez bien, il y a des tableaux dedans. Si vous avez l'article, hein, vous regardez, il y a des tableaux dedans et vous regardez la mortalité à 28 jours. Et vous regardez, et si vous choisissez tapant d'hydroxychloroquine, c'est que vous avez des problèmes à lire le tableau. Hein. Professeur, est-ce que vous avez dit des bêtises? Donc s'il y a moins de crise morts, c'est les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine que chez les gens qui ne le prennent pas. Vous savez, actuellement, il y a une telle force, un tel antagonisme avec l'hydroxychloroquine que le nombre de travaux dans lesquels les conclusions sont différentes des données qui sont analysables est absolument considérable. Professeur... Donc je suis ravi que vous preniez cet exemple. C'est un merveilleux exemple. C'est un merveilleux exemple de comment tricher dans la vie. C'est-à-dire on interrompt prématurément une étude qui est en train de montrer que le médicament marche et on fait un papier en disant ça marche pas. C'est un exemple à rêver. Mais pourtant c'est un professeur qui a écrit la conclusion. Ah non, mais vous savez, les professeurs, il y en a de toute nature, comme des journalistes, j'imagine. Je vous posais une question, et j'imagine que vous n'avez pas le temps de regarder les réseaux sociaux, vu le travail que vous avez. Malgré tout, il y a énormément de petits montages qui sont faits, qui reprennent des citations que vous faites. Est-ce que vous, depuis le début de cette crise, vous avez le sentiment que parfois, parce que vous ne saviez pas, vous avez dit des bêtises? Écoutez, franchement, je vais répondre ça aussi à cette question de manière à arrêter les médisances. Je suis en train de faire un verbatim. Vous savez ce que c'est qu'un verbatim? Oui. Oui ou non? Oui, je vous ai répondu oui. Pardon, vous n'avez pas entendu, j'ai répondu oui. Bon, un verbatim, ça veut dire mot à mot. Et donc, j'ai repris toutes les interventions que j'ai faites, que je suis en train d'écrire mot à mot, dont je vais faire un ouvrage qui sortira en janvier, et je ne renie rien de ce que j'ai dit. Et vous verrez, ce sera facile à vérifier si c'est exactement mot à mot, puisque toutes mes vidéos sont en ligne et que les gens n'ont pas le temps de les regarder. Je ne renie absolument rien. Vous pensez toujours que l'hydroxychloroquine est aujourd'hui la solution la plus efficace pour soigner le Covid-19? Pour l'instant, c'est en dehors de la qualité des soins courants. Nous, on continue bien sûr à travailler sur les soins courants. Là, il y a une chose sur laquelle, encore une fois, on travaille sur l'oxygénation des gens qui sont trop âgés ou en trop mauvais état pour aller dans les réanimations. En utilisant une machine qui s'appelle l'Optiflow, on arrive comme ça à en sortir 30% qui allaient mourir. Donc, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine est une partie des soins. Actuellement, pour l'instant, moi, je ne vois pas d'alternative au traitement qu'on utilise, qui est l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Encore une fois, pour analyser ces données, vous savez, on fait ce que nous, on appelle des méta-analyses, mais
en regardant les résultats et pas les conclusions. Vous savez, une des très jolies choses, qui est la même chose que ce que vous me racontiez à propos de cette analyse, il y avait un travail qui avait été publié par des Chinois en préprint, sur le site de préprint qui est celui du British Medical Journal. Et donc, on a cette copie. Et puis, on a la copie de ce que l'éditeur a exigé quand ça a été publié dans le British Medical Journal. Et c'est un éclat de rire extraordinaire. C'est-à-dire, tout ce qui était, les éléments qui étaient pour la chloroquine ont dû être enlevés. On a écrit à l'auteur, il m'a dit, l'éditeur m'a obligé à l'enlever. Donc, c'est une guerre, c'est comme ça. Moi, ça ne me surprend pas, mais c'est une guerre. N'imaginez pas, ce n'est pas autre chose qu'une guerre. Mais professeur, quand vous voyez l'OMS qui décide de ne pas recommander l'utilisation de l'hydroxychloroquine, pas plus d'ailleurs que le remdesivir, pas plus qu'un autre médicament qui s'appelle l'opinavir ou pas plus que l'interféron, vous vous dites l'OMS se trompe? Non, mais l'OMS, c'est personne. L'OMS, c'est les gens qui conseillent. Il y a Sdan Pada chez nous qui conseille l'OMS. Vous n'imaginez pas qu'il va conseiller l'oxychloroquine. Enfin, l'OMS, c'est pas quelque chose de transcendant. C'est les gens qui y parlent. Donc l'OMS, on ne doit pas l'écouter? Non, mais l'OMS, ça n'existe pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, je pense que vous êtes un garçon intelligent. J'essaye. Vous essayez. Vous prenez le directeur de l'ANSM, Dominique Martin. Il n'arrête pas de prendre des décisions que je considère comme n'étant pas éthiques. Ce n'est pas l'ANSM qui prend ces décisions, c'est Dominique Martin. Moi, je connais très bien son prédécesseur. Je vous engage à regarder le séminaire qu'il a fait chez nous, parce que c'est lui qui a inventé les RTU, c'est lui qui a dirigé le premier l'ANSM, s'appelle Dominique Marinaki, et donc ce qu'il dit, c'est à 180 degrés avec ce que dit Dominique Martin. Donc c'est pas l'ANSM qui se trompe. De mon point de vue, Dominique Marinaki a raison, et Dominique Martin a tort. C'est une des raisons pour lesquelles on l'attaque, parce que je pense que, honnêtement, je pense qu'il est dangereux. Nous, on vient de publier un article qui est comme les autres, sur les gens qu'on a traités en EHPAD, où on fait diminuer la mortalité, on divise la mortalité par 2. Globalement, il y a un site qui s'appelle Covid-19 qui prend les 140 études qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine. Mais voyez, vous faites intoxiquer, on vous dit tiens, regardez celle-là, regardez celle-là. La dernière fois que les journalistes m'emmerdaient, c'était avec une méta-analyse qui est faite par un étudiant en médecine et 4 étudiants de domaines qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui s'appelle la méta-analyse Follet. Il y a eu un nombre de gens qui ont regardé cette méta-analyse, ça a fait éclater de rire tout le monde, y compris moi. J'ai du coup fait un éditorial pour expliquer ce que c'était qu'une méta-analyse. Donc il faut faire attention, vous faites fourrer des études qui sont toutes dans un sens. Il y en a 140 publiées sur l'hydroxychloroquine. Il faut faire des méta-analyses en analysant les critères de qualité de ces études et regarder les données brutes, pas les abstracts, parce que les abstracts, ça se manipule. Question rapide, professeur. Est-ce qu'on est dans une deuxième vague du virus aujourd'hui pour vous? Écoutez, j'ai jamais compris ce que c'était que la deuxième vague. Donc je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas faire de querelle sémantique. On a eu une première épidémie avec des variants que nous on appelle les R0, qui est une épidémie qui s'est arrêtée en mai, d'accord ? Et puis il y a une deuxième épidémie qui a commencé fin juin avec des variants qui sont d'une autre nature, qui se présentent par rapport aux données que je vois, nous, qu'on a obtenues et que les autres ont rapporté en Europe, avec cette fois-là, un aspect en plusieurs vagues différentes et un temps très différent. Elle dure 2 fois plus longtemps, elle est moins mortelle et elle n'a pas une forme en pic comme on a d'habitude. Nous, notre interprétation, c'est qu'il y a majoritairement 2 variants distincts qui ont causé la première bosse en juillet, qu'on appelle le variant Marseille 1, qui a une mortalité extrêmement faible. Et puis, il y a un deuxième, celui qui sévit maintenant, qui est en train de s'écrouler chez nous. C'est-à-dire que ça diminue à une vitesse folle, qu'on appelle le variant 4. D'accord, le variant Marseille 4. Donc, on a l'impression que c'est une succession là de petites épidémies. Comme on voit, le seul modèle que je connaisse qui ressemble à ça, c'est le modèle des rhinovirus. Ce sont des virus qui ne sont pas très lointains et qui ont la même habitude que les coronavirus de se recombiner. Et pour lequel, là aussi, c'est ce que j'entendais juste avant que vous commenciez, il n'y a pas une immunité très robuste, en particulier vis-à-vis des variants. Et nous, on a eu, comme cette jeune femme le présentait avant, maintenant 15 personnes qui ont fait 2 épisodes vraiment documentés, dont certains pour lesquels on a documenté
dans la plupart des cas, ce n'étaient pas les mêmes virus exactement qu'il y avait dans les 2 épisodes. Et donc, ce qui veut dire que soit c'est parce que cette immunité contre le même variant est insuffisante, soit c'est que cette immunité contre ce variant ne protège pas contre les autres variants. 2 petites questions rapides pour terminer, professeur. Est-ce que ce que vous êtes en train de m'expliquer, ça veut dire que si aujourd'hui le nombre de cas est en baisse, le nombre de cas dans les hôpitaux d'hospitalisation est en baisse, c'est pas grâce au confinement, mais c'est parce que le virus n'est pas le même? Si vous voulez, je pense que les dynamiques virales que nous voyons, presque toutes les dynamiques d'épidémies respiratoires fonctionnent avec des courbes en cloche. D'accord ? C'était le cas du premier épisode. Dans ce 2e épisode, il y a 2 cloches successives. Et là, on est en train de voir que la 2e cloche est en train de tomber. Et elle tombe probablement de façon naturelle. C'est-à-dire que les épidémies ne durent jamais éternellement. Vous savez, c'est des réactions d'émotion. Les épidémies finissent toujours. Et la plupart du temps, elles ont cette allure en cloche qui est la manière banale de sévir des épidémies pour des raisons qui nous échappent d'ailleurs. Donc c'est pas le confinement qui provoque ce mouvement en cloche? Ah non, puisque nous, on voit bien que le pic, le début de la descente, c'est avant le confinement. Dernière question, professeur, toute simple. Est-ce que vous vous ferez vacciner contre le Covid-19? Écoutez, la question ne se pose pas. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccination contre le Covid-19. On verra bien si c'est un vaccin qui est sûr. Mon Dieu, pourquoi pas, si vous voulez. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Tout ça, c'est de la science-fiction. À ce stade, c'est de la science-fiction. Pourtant, on nous dit que les vaccinations peuvent commencer à la fin décembre ou au début janvier. Vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas vous empêcher de croire en tout ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Le jour où ça deviendra de la réalité, j'aurai une opinion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit qu'on peut se faire vacciner fin décembre ou en janvier, pour vous, c'est pipeau? Je ne peux pas vous répondre autre chose. Pour moi, je vais vous répondre pour la 3e fois. Ce qui est rare, c'est que j'accepte de dire 3 fois la même chose. Pour moi, à ce stade, c'est de la science-fiction. Le jour où on sera dans la réalité, je vous donnerai une opinion. Je ne fais pas de prévisions. Alors, juste, professeur, pour bien comprendre... Et je ne crois pas aux prévisions des autres non plus, d'ailleurs, pour dire la vérité. Pour vous poser la question autrement, qu'est-ce qui peut faire que vous croyez à un vaccin? Qu'il existe. Mais là, tous ces laboratoires qui nous sortent des communiqués en disant on a le vaccin, on est en train de le produire, et l'Europe qui investit des millions pour les acheter, ils se font avoir? Écoutez, pour vous dire la vérité, je ne sais pas, il faut faire la part des choses. Vous savez, le coût du Remdesivir et de Gilead, en grande partie, c'était du Bitcoin. C'est-à-dire que la bourse a eu des mouvements pour près de 200 milliards de dollars au fur et à mesure des interventions dans la presse pour ou contre le Remdesivir. D'accord ? Et quand même, Gilead a réussi au moment où, j'ai présenté ça hier, au moment où dans Science, il était écrit le Remdesivir sert à rien. Vous voyez, même l'OMS disait le Remdesivir sert à rien, alors qu'il disait il y a 3 mois, il n'y a qu'un seul médicament, c'est le Remdesivir. Eh bien, Gilead a réussi à en vendre pour 1 milliard à l'Europe. Et nous, on a reçu de la publicité de Gilead et une notification du directeur général de la santé nous disant vous pouvez maintenant perfuser du Remdesivir. Encore une fois, je vous rappelle, les perfusions sont dangereuses en soi, quel qu'en soit le contenu. Ça fait 5% de complications graves. 10 jours de perfusion. C'est très, très connu de tout le monde. Donc, on nous autorise à faire du mal aux gens avec un produit dont on sait qu'il ne sert à rien et dont on a acheté pour 1 milliard quand même. Donc si vous voulez, après si vous me demandez si je crois à la prochaine fable, je vous réponds, je ne crois pas tellement aux fables en général. Je ne croyais pas en celle-là. D'ailleurs, j'ai bien vu que j'étais le seul à ne pas y croire au départ. Mais je suis content que ce soit une fable. Après, on verra bien. Maintenant, je suis sûr que effectivement, les actions de la bourse montent comme des fous. Celui qui va gagner le plus d'argent, c'est celui qui en a gagné d'ailleurs le plus jusqu'à maintenant, c'est Bill Gates avec Moderna, vous voyez. Et donc, je suis un peu sceptique. Je me demande si c'est encore un jeu de Bitcoin, vous voyez. Merci beaucoup, professeur Raoult. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Marseille et d'avoir répondu à mes questions en direct. Merci beaucoup.